Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce journal, nous reviendrons bien évidemment sur les conséquences de la tempête Xynthia en Anjou avec les techniciens de France Télécom que nous suivrons sur le terrain. Nous accueillerons par ailleurs Marie-Aline Boyer du syndicat SNUIPP avec qui nous parlerons de la scolarisation des enfants de 2 ans. Nous vous proposerons également une rencontre avec le cuisinier angevin Gérard Bossé qui vient de récupérer son étoile au guide Michelin. Enfin, nous nous intéresserons à la pièce Crible d'Emmanuel Huynh qui sera à l'affiche du Théâtre du Quai à Angers à partir de demain soir. Nous démarrons donc cette édition avec les conséquences de la tempête Xynthia en Maine-et-Loire. Hier soir, nous vous proposions un reportage sur les interventions d'urgence menées par les techniciens de RDF. Ce soir, nous vous invitons à suivre sur le terrain les agents de France Télécom et nous prenons pour cela la direction du nord du département. 15h cet après-midi dans les environs de Tiercé. Les 2 techniciens de France Télécom présents sur le site réparent une des nombreuses lignes téléphoniques victimes de la tempête. Et des interventions comme celle-là, ils en ont déjà effectué près d'une dizaine hier. On est arrivé ce matin vers 11h30. On a constaté que le câble avait été mis par terre par la tempête. Il avait été décroché. Donc on est revenu à 13h30 environ. Et puis on l'a raccroché sur les 200 mètres. Et puis mon collègue il est en train de raccorder les lignes pour que plus loin ils aient la tonalité, quoi. D'ordinaire, France Télécom enregistre en Maine-et-Loire près d'1 millier de dérangements sur ces lignes chaque semaine. Mais avec la tempête, ces chiffres devraient être multipliés par 2 ou 3, ce qui nécessite une mobilisation à la hauteur du sinistre. On fait appel à nos techniciens qui étaient en congé, qui vont faire des heures supplémentaires. Nous augmentons également la part de la sous-traitance, toutes les forces de technique qui interviennent pour notre compte en sous-traitance. Et évidemment, d'autres techniciens France Télécom, d'autres régions voisines vont venir en renfort demain, après-demain, pour nous permettre d'absorber ces dérangements et rétablir les clients au plus vite. Pour un rétablissement complet du réseau de téléphonie en Maine-et-Loire, France Télécom table sur 2 à 3 semaines de travaux. À noter que du côté de RDF, près de 200 techniciens ont de nouveau été mobilisés ce mardi pour rétablir le courant aux 1500 foyers qui étaient encore privés d'électricité. Ces interventions concernaient principalement les communes de Brain-sur-Alonne, Languet-Jumelles et Saint-Paul-du-Bois. Et puis toujours dans cette actualité liée au passage de la tempête Xynthia, notez que le conseil municipal de la ville d'Angers, qui se réunira lundi soir pour l'examen du budget 2010, devrait également voter une subvention exceptionnelle en faveur des communes sinistrées. En bref, c'est une manifestation pour le moins originale qui doit se dérouler jeudi en fin d'après-midi dans le centre-ville d'Angers. Des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes prévoient en effet de défiler avec des tracteurs et des vélos aux environs de 17h en partant de la place La Rochefoucauld. Nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie de notre invitée Marie-Aline Boyer. Vous êtes co-secrétaire départementale du syndicat SNUIPP pour le Maine-et-Loire. Nous allons faire le point avec vous sur la scolarisation des enfants de 2 ans dans notre département. On sait qu'à la fin de ce mois, des décisions importantes vont être prises sur ce sujet. Alors d'abord, pour cadrer notre discussion, est-ce qu'on a, quelques éléments chiffrés concernant le nombre d'enfants de 2 ans scolarisés dans notre département? Alors actuellement, dans le département de Maine-et-Loire, il y a à peu près 18% des enfants de 2 ans qui sont scolarisés dans les écoles publiques. Au niveau de l'académie, ce taux est plus faible, puisqu'il est de 13,7% à peu près. Et au niveau national, il est de 11%. Ça veut dire que nous sommes au-dessus de la moyenne. Nous sommes effectivement largement au-dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a un petit peu moins de 10 ans, 40% des enfants de 2 ans étaient scolarisés dans notre département de Maine-et-Loire. Qu'est-ce que l'on apprend quand on a 2 ans? Alors ma question est un petit peu provocatrice, mais qu'est-ce que l'école peut apporter à un enfant de 2 ans par rapport à un système de garderie? Alors c'est complètement différent dans la mesure où on est déjà dans la mise en place d'un certain nombre d'apprentissages, puisque la vie en collectivité n'est pas la même dans une garderie ou dans une école. Il y a énormément de choses qui se mettent en place et qui préparent
je dirais, du mieux possible à la scolarité future. Et un certain nombre d'enquêtes depuis plusieurs années, d'ailleurs l'Inspectrice Académie elle-même le reconnaît, depuis plus de 20 ans, des études montrent l'impact de la scolarisation à 2 ans sur la réussite des élèves dans leur scolarisation future. On commence à construire le petit homme ou la petite femme, là, qui n'a que 2 ans. Tout à fait. Bon. Alors, quelles sont les motivations pour inscrire quelles sont les motivations des parents pour inscrire leurs enfants à l'âge de 2 ans à l'école? Alors, nous avions réalisé au niveau du SNUIPP une enquête il y a 2 ans, puisque l'inspectrice d'académie sous-entendait que les parents utilisaient plutôt l'école maternelle comme une garderie gratuite. Ce n'est absolument pas le cas, puisque majoritairement les parents sont tout à fait conscients des enjeux, de l'importance de justement cette scolarisation précoce. Et la plupart scolarisent leurs enfants justement parce qu'ils savent très bien que ça va permettre à leurs enfants de se sentir beaucoup plus à l'aise pour le reste de leur scolarité. Alors, si vous êtes notre invité ce soir, c'est parce que vous avez des craintes à exprimer. Quelles sont ces craintes? Il y a un certain nombre de décisions qui ont déjà été plus ou moins annoncées par l'inspection académique et des décisions qui devraient être prises à la fin de ce mois. Expliquez-nous ça. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, le Maine-et-Loire scolarise encore beaucoup d'enfants de 2 ans. Et donc, l'idée, c'est d'en scolariser le moins possible pour faire des économies budgétaires. Donc, l'inspectrice d'académie a décidé de ramener le taux de scolarisation des enfants de 2 ans dans notre département à 14% pour la rentrée prochaine. Donc, elle a d'ores et déjà informé toutes les municipalités du département que les enfants ne seraient plus pris en compte au-delà d'un certain quota. Donc, chaque commune s'est vue adresser un courrier lui indiquant le nombre d'enfants de 2 ans qui pourraient être scolarisés à la prochaine rentrée. Et comment vous, représentant des organisations syndicales, vous pouvez intervenir Alors pour faire changer cette orientation? Nous, de toute façon, notre positionnement est de dire que c'est tout à fait inacceptable dans la mesure où elle restreint en plus le code de l'éducation, puisque normalement les enfants sont accueillis dans la limite des places disponibles et en aucun cas sous un système de quotas. Donc nous avons d'ores et déjà pris contact avec l'ensemble des élus. Nous leur avons adressé un premier courrier. Nous mobilisons également les parents d'élèves pour les inciter à ne pas entrer dans ce système qui va de plus en plus évincer les enfants de 2 ans de l'école maternelle. Et puis nous allons, au cours des instances paritaires qui vont se réunir à la fin du mois de mars, faire état de nos revendications. Bon, d'un mot, en 15 secondes, quel est le coût de la scolarisation d'un enfant de 2 ans par rapport à la garderie? Alors 3 fois moins cher, puisque c'est à peu près 4 600 € pour un enfant en école maternelle et 3 fois plus dans une garderie. Bon, on suivra bien évidemment ce dossier avec attention puisqu'il concerne de nombreux parents et de nombreuses écoles et de nombreuses communes du département. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce soir sur ce plateau. Pour poursuivre ce journal, nous allons maintenant prendre la direction du quartier de la Gare à Angers où le restaurant Une Île et son chef Gérard Bosset viennent d'obtenir une étoile au guide Michelin. Mais vous allez voir que cette histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît au premier abord. C'est ce que va nous raconter Charlotte Blanchet sur des images de Lisa Beauval. C'est un peu comme une drogue dure, une étoile. Faudrait jamais en avoir eu. Parce que sinon, après, on a envie vraiment que ça recommence. Gérard Bosset n'osait pas en rêver. Et pourtant, il l'a fait. 1 an après avoir perdu son étoile en fermant son restaurant de Béhuard, il en a obtenu une nouvelle avec Une Île. Évidemment, grand plaisir. Surtout après une année un peu compliquée, dans l'ensemble de la restauration d'ailleurs. Puis pour nous, peut-être un peu particulièrement, un déménagement, c'est jamais simple. Et on ne s'attendait pas à la récupérer aussitôt. Donc, ça va faire beaucoup de bien, à tous les niveaux. Car cette étoile tombe à point nommé. Tenter l'aventure urbaine suivie de toute son équipe n'a pas été si facile. Seul le noyau dur de la clientèle a suivi et il a fallu refaire ses preuves. Alors une étoile dans le fameux guide rouge, ça va aider. On a quand même l'impression que c'est lui qui a beaucoup de retombées, vraiment. Où il y a vraiment les gens, c'est la Bible un peu, quoi. La Bible est un outil idéal pour toucher la clientèle extérieure, les touristes à la recherche de bonnes tables. Ce couple est venu aujourd'hui fêter l'anniversaire de madame et c'est la fameuse étoile qui l'a attiré. Je suis contente pour eux. Il la mérite? Ah ben oui, il la mérite là. Ah oui, c'est super. Et si on a le bonheur de gagner au loto, on viendra plus souvent.
L'étoile au guide Michelin a eu un effet immédiat sur les carnets de réservation de ce restaurant où l'on mange simple mais raffiné. Un effet salutaire aussi qui donne au chef et son équipe confiance et envie de continuer. Il ne faut pas en rêver, une étoile c'est superbe, ça ne va pas tout résoudre, mais ça va nous faciliter. Ça va au moins rassurer aussi les gens qui trouvaient ça bon. Maintenant, ils sont sûrs que c'est bon. Allez, pour terminer cette édition, voici un coup de projecteur sur Crible, la toute dernière création d'Emmanuelle Huynh, la chorégraphe qui dirige le CNDC, le Centre national de danse contemporaine à Angers. Cette pièce sera à l'affiche du Théâtre du Quai à partir de demain soir jusqu'à vendredi. Lisa Beauval et Charlotte Blanchet ont suivi pour nous les tout derniers préparatifs. La nouvelle création d'Emmanuelle Huynh parle de la ronde, sous sa forme ancestrale et traditionnelle, mais aussi dans ce qu'elle révèle du groupe et de l'individu. Dans cette pièce, la chorégraphie répond à 6 percussionnistes placés à différents endroits de la salle, une façon de mêler 2 arts vivants dans un même espace. Paradoxalement, c'est rare en fait, alors que cette alliance, elle est ancestrale. Mais c'est vrai que d'avoir la musique vivante, c'est-à-dire des gens vivants qui produisent le son pour nous ou avec nous, puisque nous, on fait aussi du son avec nos pieds ou nos souffles, c'est l'idéal et je sais pas, c'est l'alliance ultime ou l'alliance originelle de la danse et de la musique. Donc oui, c'est juste très, très heureux et très somptueux pour nous et je sens que les danseurs dansent autrement. En réponse aux danseurs, les percussions rejouent une partition de 1969, Persefassa de Yanis Xenakis. J'étais parti sur le principe qu'on allait être au service de la danse et en fait c'est pas du tout ça. Parce qu'on est étonné par la manière dont les énergies se répondent. Et ça c'est au quotidien, c'est-à-dire que les danseurs nous disent ça nous porte et ça n'a plus rien à voir. Vraiment cette musique en live, elle dispense une énergie, c'est d'abord la partition en elle-même, parce que Xenakis a toujours une manière d'écrire qui est assez ancrée dans la terre, assez tellurique, quoi. Enfin c'est vraiment très très ancré. Ils ont une danse qui est très ancrée eux-mêmes, et je sais pas, c'est peut-être le sol qui nous réunit, mais enfin voilà, on a des énergies qui se répondent, quoi. Crible Live, une création d'Emmanuelle Huynh pour le CNDC, avec les percussions de Rhizome, à découvrir au Quai, mercredi, jeudi et vendredi. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos avec la présence sur notre plateau de Martin Piton, avec qui nous parlerons des chantiers de fouilles archéologiques qui sont actuellement en cours à Angers. Bonne soirée à tous.